Bonjour, bonjour amis téléspectateurs, bon réveil à certains qui sont déjà autour de leur table pour siroter un bon café. En tout cas, je vous souhaite un excellent réveil à tous et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 10h ce matin pour un petit round-up de l'actualité de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons surtout parler d'une exposition première du genre, donc itinérante, pour des artistes regroupés à l'effet de célébrer 60 ans justement d'art pictural à l'occasion du centenaire de l'indépendance. Donc nous serons ravis aujourd'hui de recevoir deux pointures de l'art algérien. L'une d'elles, donc une dame d'abord, Mariam Ait El Hara, qui occupe aussi actuellement un poste lié à la préservation et la promotion des arts visuels au sein de l'ARC, Agence algérienne pour le rayonnement culturel, mais également Karim Sergoua, qui n'est pratiquement plus à présenter, donc un artiste, il a touché un petit peu à tous les supports, Karim Sergoua. Il a participé à l'élaboration et au déroulement de cette exposition qui connaîtra son ouverture dès demain, donc jusqu'au 15 décembre prochain. Donc on sera ravis de vous la présenter dans un moment avec nos invités. On parlera d'art, mais à travers un autre regard, celui d'une styliste. Donc on va parler de mode, de prêt-à-porter, mais aussi de haute couture. Avec elle, il s'agit de Madame Mohamed Saïd Djemila, qui nous vient avec toute une brochette de mannequins donc, qui vont défiler ce matin pour vous présenter des œuvres assez belles et très originales. En tout cas, on sera aussi également ravis de vous parler d'une entreprise qui fait énormément dans le consulting, qui accompagne donc promoteurs et entrepreneurs plutôt, et aussi entreprise. J'ai un petit chat dans la gorge, je m'excuse ce matin. Donc voilà, il s'agit donc d'une société donc, qui accompagne par des solutions intelligentes et innovantes les différents types de business, on dira. Donc des solutions IT essentiellement donc, dans la gestion de différentes manières. Alors nous serons aussi ravis de recevoir une représentante de cette société, CAFIB en l'occurrence, Madame Bounès Nariman. Et puis ce matin, nous parlerons encore de gestion des déchets, cette fois-ci à l'occasion d'une très belle rencontre aussi qui a regroupé des professionnels en la matière et qui s'est déroulée cette semaine. Et donc, on reviendra sur cette rencontre, mais on reviendra aussi sur la numérisation dans ce domaine en particulier également. C'est l'essentiel un petit peu des thématiques qu'on développera, mais bien sûr, il reste nos amis du dimanche. D'abord, Aïda Machri qui viendra nous parler donc ce matin, qui reviendra sur des assises récentes et puis aussi qui parlera de l'enfance et médias. Donc, on verra avec elle. Il y a aussi Mariam Moussaïd qui, elle, revient sur les vertus de l'armoise. Voilà. Et puis, Yezideit Mahidine avec ses coups de gueule et ses coups de cœur, comme d'accoutumé. Puis, Jawdet Gessouman aussi fera un petit voyage à travers les bonnes feuilles. Merci, mesdames, messieurs, d'être là. Et puis, tout de suite, comme d'accoutumé, on vous propose un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amal Lahribi. Elle est prête pour vous servir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Voilà. Dans un petit instant, vous allez vous lancer dans votre météo et pendant ce temps-là, moi je vais chasser mon chat dans la gorge. Oui. Je vais boire une petite gorgée. Oui. Voilà, le temps que vous nous disiez un petit peu quel temps il fait. Moi j'ai un petit peu une idée du temps qu'il fait à Alger. N'est-ce pas? Mais Alger n'est pas l'Algérie? Non. Non. Mais apparemment c'est tout le nord. Et après, quel continent où on survolera? C'est l'Asie. L'Asie, d'accord. Alors, allez, moi je suis prête pour le voyage. Merci Amel. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, comme la carte, vous allez la voir, elle parle d'elle-même. Eh bien, on aura un temps dégagé au nord comme au sud, excepté quelques nuages bas en ce début de matinée sur le haut plateau centre et l'est, mais le ciel restera bien ensoleillé tout au long de la journée, également vers les régions sahariennes, avec toutefois des vents assez
assez forts vers l'extrême sud qui peuvent engendrer des soulèvements de sable. Les températures, eh bien, elles seront hors saison. Le maximum 27 du côté de Annaba, 25 du côté de Tizi Ouzou et Alger, 26 degrés à Oran, 19 Tiaret, 18 degrés à Djelfa, 22 Constantine, 21 à Batna, 15 degrés à minimum du côté d'Al-Bayad, au sud 19 degrés à Béchar, 22 Gardaïa, Biskra et Lizi, 19 degrés à Tamanrasset, 20 degrés à Janet, 25 In Salah, 22 degrés à Tindouf et enfin 26 degrés vers l'extrême sud, Bodj, Bedji Mokhtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents faibles qui avoisinent les 20 km/h et les vents seront variables. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Asie où le temps restera plutôt dégagé, à New Delhi, Dhaka, également Hong Kong, Tokyo, partiellement voilé vers Singapour et Manille, mais un temps couvert vers Pékin. Des pluies orageuses par contre vers Jakarta et Colombo. Le mercure affichera 1 degré seulement à Pékin, 19 New Delhi, 16 à Hong Kong, 13 à Tokyo, 31 degrés le maximum Bangkok et Singapour en passant par les 28 degrés à Jakarta et Colombo. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. J'espère que tout le monde profitera de cette journée agréable, Ouais. que vous aurez l'occasion de profiter. Oui, pour un mois de décembre, c'est assez inhabituel. Ah oui, c'est alarmant quand même, 26 degrés. Oui. C'est pas bon ça. Enfin, voilà, la planète entière en pâtit. Oui, donc, à travers la planète, on a des changements comme ça. Il n'y a pas que l'Afrique, dans le climat. Tout le monde, ouais, malheureusement. Absolument, Ouais. absolument. Moi, je dirais heureusement pour ceux qui aiment le soleil, en tout cas, comme moi. Oui, mais bon. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée aussi, Merci, Amel. Radia. Et on se quitte comme d'habitude en chanson. Aujourd'hui, c'est le groupe Day qui est à l'honneur. C'est la chanson Julia qui a été sélectionnée ce matin pour vous booster dans ce réveil. Allez, à tout de suite.
la bienvenue dans la rubrique psychologie. La psychologie, donc aujourd'hui, se fera dans une ambiance un peu différente. Hein, Aïda, bonjour. Tout à fait, bonjour. Voilà, donc c'est toute la féminité, la beauté qui nous entoure, qui va un petit peu irradier, rayonner dans ce studio. On est ravis donc de recevoir une valeur sûre de la mode en Algérie. Il s'agit de Madame Mohamed Saïd Djemila, styliste, donc dans le prêt-à-porter, mais aussi dans la haute couture. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous recevoir ce matin. C'est très gentil de m'avoir reçu. Oui. Je vous remercie d'être sur ce plateau. En tout cas, je suis sûre que vous êtes accompagnée de deux beaux mannequins. Donc, elles sont belles, Eline et Rania. Bienvenue les filles. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Voilà, vous ajoutez quand même une note de beauté à ce studio. Ça nous fait plaisir. Et ça fait plaisir certainement à Aïda qui est très sensible à la beauté, qui est très sensible à la mode, et à l'originalité en général. Tout à fait. C'est notre empreinte. C'est l'Algérie dans la finesse de ses touches artistiques. Et puis, c'est la femme algérienne, au fin de compte. Ça fait plaisir aussi qu'on puisse habiter ces espaces, échanger aussi, et puis vivre cette différence merveilleuse. Absolument. En tout cas, voilà, aujourd'hui vous êtes parmi nous pour parler d'un thème qui est très récurrent, en tout cas dans votre rubrique. On parle souvent d'enfance, mais aujourd'hui c'est carrément le gouvernement qui consacre un espace de discussion et d'échange autour de l'enfance de manière générale. Moi, de toute façon, je suis très contente aujourd'hui que je puisse parler de cette belle rencontre, les assises nationales de la situation de l'enfance en Algérie. C'est une première. Ça a été organisé conjointement avec, entre l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance et le Conseil national économique, social et environnemental. La rencontre, elle a coïncidé avec la ratification de l'Algérie de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est une date phare pour nous, le 19 décembre 1992. Aujourd'hui, le 19 décembre, ça a été fêté. La rencontre, elle était présidée par Monsieur le Premier ministre et sa présence nous a honorés en compagnie de Monsieur le Président de l'APN, Monsieur le conseiller du Président de la République. Il y avait aussi les membres du gouvernement ainsi que la représentante de l'UNICEF en Algérie. Il y avait beaucoup d'experts algériens et autour de cette rencontre en présence des enfants, ces assises sont venues pour créer ce déclic, pour vraiment ouvrir cette parenthèse et puis ouvrir Justement, le j'allais débat. poser la question, quels sont Oui. les objectifs et quelles sont les objectifs. attentes d'une telle assise Très première bien. du genre? Absolument. Enfin, de telles assises, plutôt. D'abord, déjà, la réalisation, la création aussi de cet événement vient pour mettre le point, pour voir qu'est-ce qu'on a dans tout ce qui a été réalisé en Algérie, mais aussi les perspectives, dans ce qui a été concrètement organisé, regroupé et puis activé dans les différents secteurs, mais aussi quels sont les enjeux, comment on peut vraiment construire ce réseau, cette complémentarité pour vraiment améliorer, mais aussi entre parenthèses la création du plan national de la protection de l'enfance, qui restera aussi le projet phare pour qu'on puisse vraiment avoir une ligne directive pour construire, mais aussi ça c'est une affirmation pour ça a été prononcé par le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre dans son allocution, qui est l'affirmation de la concrétisation du programme de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune. Et puis ça revient à souligner l'engagement de l'Algérie envers son engagement, ses engagements internationaux, mais aussi envers notre enfance, comment on peut actualiser. Ça a été vraiment organisé sur 2 jours, qui est vraiment cette festivité dans le 30e anniversaire, une rencontre pour animer des ateliers autour de thématiques extrêmement intéressansantes dans le vécu de l'enfant. Il y avait 7 ateliers, 7 thématiques différentes de la protection. Un chiffre béni, le 7.
Elle le sait. Tant C'est mieux ce que alors. nous dirait éventuellement donc notre ami Siam Kenouch. Très bien. Alors, le 7e groupe, c'était organisé par les enfants qui ont revendiqué, qui ont parlé de leurs droits aussi, avec des recommandations, avec une ouverture. L'implication de l'enfant a donné un autre goût, une autre perspective. J'imagine ça a dû être beau. Mais c'était vraiment magnifique en présence de ces, moi je dirais, de ces compétences très, très enrichissantes. Quand on voit un enfant, on découvre, voilà, qu'il y a d'autres profils et la richesse, elle était justement dans toutes ces approches. Dans ces ateliers, non, il y avait des thématiques beaucoup, beaucoup plus profondes, la santé, le soin et l'alimentation, l'éducation, il y avait aussi la protection sociale et judiciaire, il y avait aussi la nouvelle technologie et ses enjeux et puis ses dangers, il y avait plusieurs thématiques, 7 qui ont regroupé des experts autour de la situation de l'enfant avec des recommandations à la fin. Ça nous a permis de revoir ce dossier de l'enfance avec un autre œil. Comment vraiment, voilà, du palpable, du vécu, d'une simple phrase à un expert, comment la théorie, comment les choses, comment les organismes aussi s'enchaînent pour qu'ils puissent mettre en œuvre toutes ces actions et puis revenir à construire probablement, c'est très prochainement, un plan qui c'est d'avoir tous les acteurs de ce secteur, enfin de ce domaine en particulier, la préservation des droits de l'enfant, donc en particulier. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. On lit le bonheur sur votre visage. Ah en tout non, cas, non, c'était magnifique, magique, mais aussi c'est le soutien aussi. Ça témoigne aussi à quel point les décideurs de notre pays sont prêts et sensibles à cette question de l'enfance, et puis notre engagement. Et puis ça, quand on est soutenu, on a la force de pouvoir continuer, et puis surtout d'affronter les aléas, les difficultés, et puis de démystifier tout ce qui est énigmatique pour qu'on puisse le simplifier aussi à notre tour, l'apporter à ses familles, et puis à l'enfant, étant donné qu'on parle de l'enfant, c'est intéressant qu'on puisse lui offrir avec un langage très simple quelque chose qui lui revient de droit. Il n'est plus le sujet, il est acteur, il participe, il porte un peu ce volet de droit, et puis c'est à nous maintenant de faire l'effort, de mettre en œuvre et puis d'accompagner, de réaliser concrètement et qu'on puisse l'habiter d'enrichir le parcours pour qu'il aille vers son épanouissement, pour qu'il fasse partie de cette société à part entière et qu'il puisse aussi participer, contribuer à la construction du pays en tout cas. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Aïda. Merci. On va maintenant justement profiter de la présence parmi nous de Madame Mohamed Saïd Jamila, donc, qui est styliste et qui est venue nous parler aussi de son expérience dans un tout autre domaine. On va parler de mode, hein. Oui. C'est clair en tout cas. La mode. Aujourd'hui, vous êtes dans la touche un peu traditionnelle. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans la touche un peu traditionnelle. Ça veut dire on a gardé quand même l'ancien. Pas toujours. C'est bien de moderniser certaines choses. Oui. Mais on garde toujours la base. Le respect de cet héritage, on dira. Oui, de cet héritage algérien. On est tellement fiers de ça. Oui. On le garde bien, il faut bien le conserver, qu'il reste. Oui, alors vous êtes originaire de la wilaya de Tizi Ouzou, hein, oui, à la base. Donc, c'est dire aussi que l'héritage est très important dans la famille kabyle, n'est-ce pas ? Très, très important. Parce que cette robe a connu beaucoup de mutations, mais on continue de lui donner toute sa valeur. Toute sa valeur, et en même temps, on revient toujours, n'empêche, on l'a modifiée et on revient aux traditions. Absolument. Aujourd'hui, donc, 3 beaux caracous. On va peut-être, pendant qu'on discute, inviter tout d'abord Eline, ici présente. Vous allez peut-être nous dire un mot. Hein. Vous aimez ce que vous portez, par exemple ? Bien sûr, c'est la tradition algérienne. Oui, vous êtes à l'aise dedans ? Bien sûr, c'est très confortable. En plus, c'est beau à voir. Genre, quoi demander de mieux ? Très bien. Vous êtes mannequin depuis quand, dites-moi, Eline ? Une année. Une année ? Oui. Vous aimez ça ? Bien sûr, j'ai fait ça parce que j'ai aimé, j'ai voulu le faire. Et aujourd'hui, j'essaye d'accomplir de plus en plus des succès, peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite tout le succès. Inch'Allah, merci beaucoup. Et on vous laisse justement défiler pendant que nous discutons avec Madame Jamila. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, vous tendez le micro justement. Regardez le micro parce que vous allez peut-être dire un mot. Je suis là apparemment. Ça va être votre tour dans un petit instant. Ça allez. marche. Merci beaucoup. En tout cas, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Moi, je discute avec Jamila ici présente. Donc,
Le premier modèle, est-ce que vous en rappelez, le premier modèle que vous avez créé? Le premier modèle, c'est une robe kabyle. D'accord. Ça ne me surprend pas. Oui, mais ça a été fait carrément à la main. Ah, de bout en bout à la main. De bout en bout, travaillé à la main. Très bien. Comme je l'avais modernisé, en ce temps-là, j'avais revisité une robe kabyle qui était à la base par ce qu'on met sur le foulard là. D'accord. Que j'ai installé sur les robes. D'accord. Carrément. Et ça n'a choqué personne autour de vous? Au contraire, ça a été tellement beau. Tout le monde a aimé ça. C'était nouveau. Voilà. Toutes les tiges travaillées à la main. C'était vraiment quelque chose. C'est dire combien vous êtes patiente, parce que c'est un métier qui exige cette qualité en fait. Si on n'a pas la patience, on ne peut pas le faire. Il y a la patience, il y a la passion aussi. Oui. Très bien, vous vous êtes formée dans des écoles algériennes de l'habillement et du stylisme, elle fait en l'occurrence, et puis après vous avez associé votre nom à une grande dame de la haute couture algérienne, Madame Yasmina en l'occurrence. Oui, j'ai été chez Yasmina Diffusion, j'ai travaillé chez elle de 2003 à 2006, à l'année de l'Algérie qui était à Paris. Donc, on avait fait une préparation de beaucoup de tenues qui sont passées à Louvre, au musée du Louvre. Au musée du Louvre, donc vos travaux ont été quand même présentés au public, même si vous étiez un petit peu éclipsé par la grande dame, mais vous étiez, j'imagine, votre fierté de participer à ça. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Quand on fait quelque chose de soi-même, on apprécie ce qu'on fait. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. C'est une expérience, j'imagine, qui vous a donné la force, la confirmation de votre talent. Oui, après, il fallait bien prendre une décision de partir s'installer. On donne aux autres, maintenant il faut donner pour soi-même. Ah ben c'est génial, c'est génial. Alors, en tout cas, ça a été tout bénéf pour vous dans la mesure où vous êtes complètement consacré à vos créations. Voilà. Vous aviez plein pouvoir. Sur le papier, sur soi-même, sur le papier, on le fait de nous-mêmes, donc on est libre d'agir comme on veut. Oui. Très bien. En tout cas, il y a quand même une touche de modernité donc, dans les modèles qu'on vient de voir. Par exemple, quand Hélène vient de défiler, a défilé à l'instant, donc j'ai observé un petit peu la tenue et les dessins sont assez actuels. Oui. Il y a la pointe de la traditionnelle, tradition, et en même temps, ce qui est un peu original, reste pas toujours l'ancien modèle, parce que chaque cliente ce qu'elle aime. Donc, on est obligé de la satisfaire. Quand vous dites cette phrase, ça me rappelle une précision qu'il faut absolument dire, c'est que vous faites vraiment dans le sur-mesure. Oui. Et voilà, sur-mesure. Donc, est-ce que vous vous pliez un petit peu à la volonté du client toujours, ou est-ce que... Non, pas toujours. Des fois, avec la cliente, si son modèle vaut le coup, on la suit. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour apporter l'article mieux, il vaut mieux qu'on la conseille. D'accord. Donc moi, j'adore ça. Donc je conseille ma cliente, je lui montre ce qu'elle doit faire. S'il faut changer carrément le modèle, il doit être changé selon sa morphologie. Voilà, il faut respecter, j'imagine, la morphologie. Mais est-ce que le caractère de la personne aussi intervient dans ses choix ? Si vous voyez un petit peu sa personnalité, est-ce que ça peut vous inspirer un modèle? Oui, ça peut m'inspirer un modèle. Comme on peut partager carrément les deux à la fois. D'accord. L'idée et l'autre idée, donc comme ça on peut l'associer. Par exemple, Rania ici présente, est-ce que vous l'avez influencée dans le choix du modèle aujourd'hui ou est-ce qu'elle a choisi? Elle est tombée amoureuse de ce modèle ou elle est tombée. C'est du 50-50. Pour être très, très honnête, je suis très amoureuse du Karakou algérien. Et puis Madame Jamila m'a poussée aussi à le porter. J'imagine elle vous a donné le choix et puis celui-ci vous sied très bien par rapport à votre teint. Par exemple là pour Rania vous avez choisi par rapport à quoi? Par rapport à sa taille, ça lui va à merveille. Elle est pas très forte en haut, donc automatiquement quelque chose qui est cintré qui va avec son corps. Alors, on va peut-être la voir défiler, mais elle est un petit piston de la part de la régie, elle aura droit à de la musique. Alors, que la musique vienne. Et puis, voilà. Très bien, super. Allez-y, déposez le micro, s'il vous plaît, merci.
Eline, vous pouvez y aller aussi. Merci beaucoup les filles. Vous pouvez vous rasseoir. Merci infiniment donc, pour ce petit défilé. Donc, c'est vrai que c'est pas le podium. C'est vrai qu'on n'a pas ajusté les lumières. On n'a pas vraiment réfléchi la chose à l'avance. C'est vraiment du spontané qu'on est en train de faire. On est ravis de vous recevoir en tout cas. Voilà, quand vous parlez, vous prenez votre micro. Vous avez envie de faire un petit commentaire? Alors, vous êtes étudiante, hein, je suis étudiante, oui, à Babzouar. Alors, je suis future ingénieure, Inch'Allah, dans 2 ans. Enfin, je l'espère. Alors, bon, c'est... Ça vous laisse le temps pour cette passion? Sincèrement, alors oui, on a toujours du temps pour notre passion. D'accord. Pour nos passions, notre passion, vous voyez. Alors voilà, je suis là devant les caméras pour la première fois, donc excusez si je suis paniquée, si ça se voit. Si ça se voit pas, tant mieux. Ça ne se voyait pas. Très bien, tant mieux. Alors voilà, je suis fan de tout ce qui est mode, tout ce qui est fashion. Et la mode a évolué, comme on le sait tous. Mais les traditions... Et quel que soit le pays, hein, quel que soit le pays, oui. Mais les traditions, ça reste quelque chose de, je sais pas. Oui. Ça nous, je sais pas. C'est autre chose, ça. C'est autre chose, exactement. C'est de l'élégance, c'est de la féminité. C'est ça, exactement. Voilà, les traditions algériennes surtout. Elle avait envie de rajouter un mot, mais elle a besoin du micro, en tout cas. J'ai dit que les traditions algériennes ne peuvent pas changer, car on est un peuple qui aime les traditions de leurs ancêtres ou de ce que nos pères et nos mères nous ont laissé. Genre, on ne peut pas gâcher une telle opportunité de rapporter encore à nos enfants. Oui, absolument, oui, transmettre. Et en parlant, vous m'avez tendu une belle perche en parlant d'enfance. Et justement, on va tout de suite regarder, on va revenir dans un instant. Voilà. Ah d'accord, non, ce sera tout à l'heure. L'enfance, c'est pour tout à l'heure, on me dit. Moi, je pensais que c'était au milieu de notre petite conversation, mais ça se fera à la fin, en fait. Mais en tout cas, on est ravis de voir voilà, cette élégance. C'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Madame Jamila, j'ai l'impression que l'Algérienne tient de plus en plus à cette tradition. Oui, et les femmes aiment porter donc, ces caracos, ces rlilettes et... Oui. Chacune, bien, que ce soit de l'algérois, que ce soit de la kabylie, que ce soit du chaoui, que ce soit de l'orani, c'est très très important de garder cette richesse. Mais bien sûr, de la porter, voilà. Parce que chaque personne aime revenir en arrière toujours, soit c'est un rappel, soit c'est un souvenir. Oui. Pour qu'elle elle va porter cette tenue. Mais bien sûr, les plus jeunes vont vous demander une touche moderne, elles vont vous demander de simplifier peut-être certains modèles, c'est le cas? Il y en a d'autres, non, elles tiennent vraiment aux traditions. Hein. Tout dépend des personnalités. Oui, j'en ai reçu une de Constantine, et elle m'a ramené une ancienne veste qui appartenait à son arrière-grand-mère des années 20. Et je lui ai refait le même modèle. C'est excellent. C'est excellent. Elle m'a dit, je le veux le garder pareil. C'est excellent. En tout cas, Madame Jamila, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes visible sur la toile, mais aussi vous êtes visible sur un point de vente du côté de Bir Khadem, c'est bien ça? Oui, j'ai fait l'Institut de Bir Khadem. Oui, plutôt, voilà, votre point de vente, c'est pas Bir Khadem, c'est ailleurs. Non, mon point de vente, c'est à Babzouar. Babzouar, voilà. Situé à Babzouar. Exactement, c'est à Sorika, à Cité 8045. Voilà, est-ce qu'on va s'attendre à un défilé en 2023? Qui sait? Est-ce que vous allez... Oui, les perspectives de 2023? Je suis en train de préparer quelque chose discrètement, mais j'espère qu'il y aura quelque chose qu'on pourra présenter, quelque chose de nouveau vraiment.
qui garde une petite touche de tradition, mais en même temps du moderne. Et j'espère que les filles prendront part à cette expérience de défiler sur le podium. C'est différent, effectivement. Le podium, les lumières, tout ce glamour, c'est autre chose. On se sent star, effectivement. En tout cas, vous avez été les stars de cette matinale. On a été ravis de vous recevoir. Donc, Eline et Rania, mais aussi Madame Mohamed Saïd Jamila, donc styliste, donc en haute couture, en prêt-à-porter. Merci infiniment pour cette présence parmi nous. Merci beaucoup. Vous aussi, vous portez un très beau caraco. J'imagine que c'est signé. C'est vous qui l'avez signé, j'imagine. Oui, c'est moi-même. Bien sûr, vous n'allez pas porter autre chose. Non, merci. En tout cas, merci à ceux qui sont avec nous. Donc, on a commencé, on a déjà lancé cette conversation autour de l'enfance en Algérie. Aujourd'hui, nous vous présentons aussi. Merci Aïda. Merci Aïda. On va parler d'enfants qui sont venus de l'étranger pour visiter leur pays d'origine, l'Algérie. Et c'est dans ce reportage et le compte rendu, c'est pour tout de suite. Et c'est parti pour une colonie de vacances qui promet d'être mémorable pour ces dizaines d'enfants algériens résidant en Europe qui retrouvent l'Algérie le temps de ces vacances scolaires d'hiver. Une joie partagée par les parents qui ont accompagné leurs bambins à l'aéroport. Les enfants sont très très heureux de retourner chez eux, de découvrir enfin leur pays. Et puis je trouve que cette opportunité, cette occasion que nous offre la mosquée de Paris, je pense qu'il est important pour les enfants aussi de créer des liens entre Algériens qui viennent des quatre coins d'Europe. Une joie inégalée pour ces enfants aussi curieux qu'impatients. Ce voyage va beaucoup nous apporter parce que je ne suis jamais allé dans le sud de l'Algérie. Je suis que allé à Alger. Comme ça, je vais pouvoir découvrir le sud d'Alger et les montagnes et tout le reste. Je suis très content. On va faire du ski. On va manger des plats traditionnels. Belle opportunité initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. Il est important de souligner que cette initiative ou ce genre d'initiative louable à plus d'un titre s'inscrivent dans le cadre des orientations de M. le Président de la République concernant la consolidation des rapports entre la communauté nationale étrangère et la mère patrie. Il s'agit là de renouer avec une tradition interrompue depuis plus de 30 ans. Ces colonies de vacances du mois de décembre sont une expérimentation. Donc on renoue avec une colonie de vacances et il faut savoir que l'été prochain, à très grande échelle, normalement sur tout le territoire français, nous aurons des centaines et des centaines d'enfants qui pourront assister, donc participer à ces colonies de vacances. À leur arrivée à Alger, les enfants ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Pour ces enfants, la joie de retrouver l'Algérie et de fouler le sol de la mère patrie est immense. أنا جيت للجزائر مع كاع الدراري باش نحوسوا ونقصروا ونحبوا الجزائر تاعنا وفيفا l'Algérie. أنا مازال نحب نجي باسكو لا فامي تاعي هايلين والبلاص الجزائر هايلة تهنيت. راني نجي في الجزائر بور لي فاكونس وكي نروحوا في لا كولوني مع الانيماتور j'embrasse papa et maman. الشباب الجزائري L'objectif de cette colonie de vacances est de créer des liens entre la jeunesse algérienne résidant à l'étranger avec la mère patrie. Ces enfants auront l'occasion de découvrir plusieurs régions du pays et la diversité ainsi que la richesse de l'Algérie. C'est un jour historique pour la Grande Mosquée de Paris qui depuis maintenant 1 an collabore avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec notre diplomatie à Paris pour permettre à des jeunes de notre communauté nationale de venir visiter le pays de leurs aïeux. Un programme riche et varié a été concocté pour ces enfants avec des escales à Tipaza, Tikjda et Rardaya. De quoi leur en mettre plein les yeux et du baume au cœur. Excellente initiative en tout cas de faire venir tous ces enfants et de leur faire découvrir aussi d'autres montagnes que celles qu'ils ont l'habitude de voir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bah oui, il neige aussi en Algérie et les montagnes sont sublimes et j'espère qu'ils ont
Passez un excellent séjour en tout cas. Et nous, on est ravis ce matin de recevoir donc notre seconde invitée ou troisième invitée de cette matinale. Il s'agit de mademoiselle Naas Narimen, donc qui représente une entreprise spécialisée dans les solutions intelligentes pour différents business. Elle va d'ailleurs nous aider à comprendre davantage les missions de l'entreprise dans laquelle elle est membre. Donc bienvenue. Merci, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir, Narimen. Merci. C'est votre première télé, exactement. On a compris. Un peu paniqué, mais quoi. lancez-vous, voilà, bon baptême, et ça va aller. Hein. Bien sûr, tout à fait. Avec vous. Dans la mesure où c'est un domaine que vous aimez, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Je travaille dans ce domaine depuis presque 8 ans. Donc, très bien. Donc, je le maîtrise normalement. En tout cas, donc Madame Naas, Madame Bounaas Narimen, donc Madame Bounaas Narimen, donc vous êtes dans cette équipe de spécialistes en marketing, donc on dira, et d'informaticiens. Exactement. Voilà, donc des éléments très importants pour l'accompagnement de tous ces entrepreneurs. En tout cas, votre cible première, ce sont qui? Très bien. Tout d'abord, je vais présenter tout d'abord l'entreprise. Avec plaisir. Très bien. Donc, Cafib est une agence web. Elle existe depuis 12 ans. À peu près depuis 2010. Donc, elle est spécialisée dans le développement des logiciels et des applications web à 100%. Aussi, elle est sur le marketing web, elle est surtout sur l'accompagnement et la formation. Donc, elle travaille sur l'intégration l'intégration des systèmes IT intelligentes pour les entreprises, pour mieux s'organiser, etc. Donc, elle a une équipe formée justement pour garantir la bonne qualité de service, etc. Voilà. Voilà, donc simplifier un petit peu la gestion aussi pour ces entreprises. Tout à fait. Voilà, petite ou grande, hein, parce que quelle que soit la taille de cette entreprise, tout à fait. L'accompagnement sera adapté en fonction des moyens. Et plus, on va dire, c'est digitaliser le process de l'entreprise. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, elle est dans l'obligation de digitaliser, de numériser, quoi. Donc, notre devoir, ou notre rôle, on va dire, c'est de mettre en place des plateformes ou bien des systèmes ou bien des logiciels intelligents pour mieux s'organiser, pour mettre en place une stratégie smart. Voilà, c'est en fait, voilà, pour simplifier peut-être l'idée, c'est que vous instaurez une tradition de recours à des automatismes, des tâches métiers, donc selon la profession, selon la spécialité. Exactement. Voilà. On répond et on s'adapte aux problématiques B2B ou bien B2C. Donc, absolument. Voilà. Donc des solutions IT dans différents domaines, la gestion commerciale, la gestion de parc, la gestion de transport, gestion de livraison, e-commerce, etc. Vous me direz le reste, allez-y. Exactement. Voilà, on propose des logiciels comme la gestion commerciale, comme la gestion de parc, la gestion de colis. Aussi, on est dans le transport. On est aussi sur le web marketing par la création des sites web, etc. Donc, on est sur presque pas tous les domaines, mais pratiquement sur quelques domaines importants. Voilà, quelques domaines importants qui ont pu, et aussi des entreprises qui ont réussi, donc en vous faisant confiance, à acquérir comme ça non seulement une nouvelle expérience dans le digital, mais aussi un gain de temps, un gain d'effort. Et du coup, exactement. Donc, principalement, aujourd'hui, je suis là, c'est pour inviter les entreprises à digitaliser leur process, par mettre en place des plateformes et des logiciels qui aident à ça.
D'accord. Et puis j'imagine que selon le budget, vous allez adapter les campagnes. Tout à fait. Voilà. Et puis ces outils justement de e-commerce qui sont nécessaires pour se placer dans un marché. Exactement. Voilà, exactement ça. Voilà. Le plus beau projet comme ça sur lequel vous avez travaillé, qui vous a vraiment emballé, on dira, jusqu'au bout. Par rapport aux clients, c'est ça? Oui, voilà. S'il y a un domaine en particulier. Garden City, c'est un client qu'on accompagne depuis quelques mois, etc. Donc, c'était bien passé avec lui et on essaie à chaque fois. Oui, parce que c'est grand, c'est un centre commercial très grand avec différents aspects, j'imagine, de gestion. Il y a un peu de tous les ingrédients de gestion sont présents dans cet exemple. Et on essaie chaque fois de s'adapter avec les process de Garden City, etc. Ça a été bien passé. Et, en fait, oui. En fait, voilà, c'est évolutif. C'est ce que vous voulez me dire. Voilà, exactement. Je veux dire, voilà, c'est ça un petit peu qui fait que ce soit un projet très intéressant pour vous. Tout à fait. Voilà, très prenant pour l'équipe dans la mesure où tout le monde a son petit, son petit rôle à jouer dans justement cette trame et puis ça évolue. Et donc il y a des challenges, il y a des C'est ça, c'est le secret, c'est le challenge. Le challenge. Voilà, exactement. Donc, vous êtes une équipe jeune, vous êtes très jeune dans cette équipe. Une équipe très jeune, passionnée, etc. Donc, je suis ravie de travailler avec eux. Et donc, j'espère que Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, vous vous occupez de quels aspects? Vous êtes... Maintenant, je suis la responsable commerciale de la société. J'essaye de commercialiser le service et le produit sur le territoire algérien et sur l'international, Inch'Allah. Et vous utilisez les outils que vous proposez Tout à fait, à 100% et chaque jour, et avant même d'entrer avec vous. Donc, j'essaye chaque jour d'utiliser notre outil et d'améliorer notre outil par notre expérience. J'imagine, en tout cas. Voilà, donc vous dites que c'est une expérience de 12 ans pour Kafib. Kafib veut dire quoi? Avec plus de 400 clients. Oui, Masha'Allah. En tout cas, Kafib signifie, voilà. C'est des solutions intelligentes pour leur business. Non, je veux dire le mot en lui-même, donc il a été choisi comment? C-A-F-Y-B. Ça a un sens ou alors Clear Application for Your Business. Wow. D'accord, donc vous l'avez traduit. Exactement. C'est la solution intelligente. Du coup, les premières lettres ne correspondaient pas et je me demandais ce qui se passait. D'accord, voilà. Mais c'est vrai que traduit à l'anglais, ça donne ça. Et en tout cas, on a été ravis de vous recevoir et de dire aux téléspectateurs ce matin qu'il y a des entreprises qui sont capables d'accompagner un changement qualitatif. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Est-ce que vous avez pris part au récent salon de la production nationale? Non, malheureusement non. Mais prochainement, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, non, pour le moment. On était présents dans le salon e-commerce, mais cette fois-ci, non. Mais Inch'Allah, prochainement, en fait. J'imagine que le programme va être très riche en 2023. En tout cas, que vous souhaitez que de la réussite, Inch'Allah, à vous et à toute l'équipe. À l'occasion de cette fin d'année. Donc, voilà, une bonne fin d'année. Et puis, à vous de même également. Voilà, Inch'Allah, de belles perspectives pour votre société. En tout cas, voilà, j'ai été ravie ce matin de vous recevoir, Madame Bounaïs Narimen. Donc, vous êtes directrice commerciale pour Kafib, donc cette société qui propose des solutions intelligentes dans le domaine justement du IT. Exactement. Voilà, des solutions pour différents business. En tout cas, voilà, notre petit bonhomme de chemin se poursuit dans Bonjour d'Algérie. On va encore parler de numérisation, mais cette fois-ci dans un tout autre volet, celui de la gestion des déchets, et c'est après ceci.
Voilà, notre invité s'est bien installé. On est ravis de vous recevoir, Madame Sarah Tazrout. Tazrout. Voilà, donc le R est mal écrit. C'est pas grave. Il y a un E à la place du R. Donc vous êtes chef de département auprès de l'Agence nationale des déchets. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et d'avoir les nouveautés vous concernant. En tout cas, ça évolue pas mal. Ça évolue très vite au niveau de la gestion au sein de l'agence. Et aussi, les méthodes de gestion diffèrent. Aujourd'hui, on va parler surtout de numérisation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'aviez évoqué, c'est clair qu'il y a vraiment, on a vraiment développé ou je dirais commencer à développer ce secteur, à le promouvoir. Je vous donnerai des chiffres comme indicateur par rapport à cela. Avec plaisir. D'accord, donc en 2015, on a compté seulement 4000 entreprises qui activaient dans le domaine de la récupération et de la valorisation des déchets, qui est le dernier maillon de la chaîne de gestion des déchets depuis le point où le déchet est généré jusqu'à son traitement. Donc en 2015, comme je l'ai dit, ils étaient à 4000. Vous parlez du privé, du secteur privé. Oui, parce que généralement, c'est des privés qui prennent en charge ce volet-là du secteur, bien sûr. Et en 2021, on a enregistré 14 000 opérateurs. Donc, vous voyez la différence donc, voilà, entre 2015. Il y a une évolution qualitative et un bon qualitatif. Oui, tout à fait. Et 2021, c'est à peine 6 ans de différence. Et il y a eu vraiment cette augmentation de nombre de récupérateurs de déchets. C'est pour vous dire qu'il y a une conscience vraiment par rapport à l'importance surtout économique et environnementale de la gestion des déchets en Algérie. Absolument, il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans cette question de l'environnement, dans cette question de la gestion des déchets, qui connaissent vraiment face aussi à l'explosion démographique une hausse assez conséquente, effectivement. Oui, tout à fait. Donc l'AND, dans ce sens, gère un système national d'information sur les déchets. Donc ce système, il collecte les informations auprès des acteurs locaux, comme les communes, les entreprises de gestion des centres d'enfouissement technique, des récupérateurs de déchets, donc des différents acteurs existants à l'échelle locale en Algérie, justement pour rassembler ces informations, les traiter et puis les traduire en indicateurs qui peuvent être très utiles pour les autorités locales encore et les ministères afin de tracer des stratégies à court, moyen et même à long terme. Pour améliorer le service et pour améliorer et trouver des solutions concrètes. Tout à fait. J'imagine. En tout cas, cette semaine, il y a eu une très belle rencontre autour justement des perspectives de l'AND, l'ADN, comment vous dites? L'AND, l'Agence nationale des déchets, et tous les opérateurs liés à cette activité, à ce secteur. Donc, vous étiez nombreux à échanger, à aussi parler d'une nouveauté. Oui, une nouveauté, c'est une étude la première en son genre qui a été menée en Algérie. D'habitude, en fait, pour expliquer, le ratio qui est la quantité générée par citoyen par jour, cet indicateur il est très, très important vis-à-vis des autorités locales par rapport au fait de prévoir des moyens de traitement de ces déchets par rapport au centre d'enfouissement technique. Si la wilaya dispose d'espace suffisant pour le traitement de ces déchets d'ici une année, d'ici 5 ans, 10 ans, donc cet indicateur qui est le ratio, il est très important. Donc dans ce sens... Il est calculé comment jusque-là? En fait, d'habitude, il est calculé à travers... on fractionne la quantité globale des déchets générés en Algérie. Cette quantité, on peut la voir à partir du SNID, qui est le Système national d'information sur les déchets, et on la fractionne sur la population ou le nombre de citoyens algériens pour avoir la quantité générée par citoyen par jour. Mais dernièrement, comme je vous l'ai dit, l'étude qui est la première en son genre en Algérie, c'est la campagne de quantification qui a été menée en 2019 de 2019 jusqu'à 2021. La campagne, elle était supposée durer une année seulement.
en 2019, mais vu la pandémie... Oui, la pandémie a prolongé le travail. Oui, vous avez travaillé lentement, disons. Voilà, donc on a même pu comparer le mode de consommation ou bien la quantité de déchets générés avant la pandémie et après la pandémie. Ça nous a permis même d'avoir des indicateurs économiques quant à la consommation du citoyen suite à l'apparition de la Covid-19. Ça a changé, hein. J'imagine que ça a changé. J'ignore dans quel sens, mais ça a diminué. Oui. Ça a permis la diminution de déchets. De la production des déchets et aussi la consommation des produits ou des aliments emballés. Oui. Vous vous souvenez, lors de la Covid-19, il y a eu pas mal d'hommes aussi qui cuisinaient, même à la maison. Tout à fait. Donc on consommait des aliments préparés à la maison. Et donc moins d'emballage. Voilà, il y avait moins d'emballage. Même les commerces, ils n'étaient pas vraiment très actifs. Les restaurateurs avaient quand même vécu une mise en pause. Tout à fait. Donc la mise en pause avait duré. Donc pas de restaurateurs. Les marchés un peu moins investis par le citoyen. Donc voilà. Ça implique cette baisse. Ah ben voilà, c'est très révélateur. Et donc, j'imagine que cette étude va aussi révéler le chiffre réel par rapport à la consommation. C'est-à-dire qu'on va d'une région à une autre avoir des résultats différents. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas pareil à Tindouf et à Alger, par exemple. Maintenant, c'est à moi de vous poser la question. Allez-y. À votre avis, quelle est la wilaya qui produit le plus de déchets en Algérie? Ça, c'est vraiment difficile. Alors, je cherche un pôle industriel et je me dis, ça ne peut être qu'Alger, non? Non. Alger, elle est en deuxième position par rapport au ratio. Très bien. Donc, Oran, elle a été classée comme première wilaya qui produit le plus de déchets. Enfin, elle a le ratio le plus élevé par rapport à Alger. Et pourtant, en termes de population, elle est plus dense. Donc l'occupation du sol à Alger est beaucoup plus importante qu'à Oran. Oui, mais là on ne parle pas de population. Par rapport au ratio, c'est par citoyen. C'est la quantité produite par citoyen par jour. Donc même si la population est plus importante, donc c'est le mode de consommation peut-être ou le pouvoir d'achat. Donc tout ça, c'est des conditions qui font que le ratio devient important dans une wilaya et pas dans une autre. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on disait, ça va être des chiffres réels. Donc ces chiffres vont être révélateurs, vont permettre des études et des synthèses très, très intéressantes et objectives. Oui, en fait, c'était une enquête menée au niveau de 10 wilayas du pays. Bien sûr, le choix des wilayas, il y avait des wilayas du sud, des hauts plateaux, de l'est, l'ouest, le centre. Donc, il y a eu des échantillons représentatifs de la population algérienne ou bien des wilayas algériennes. Donc, il y a eu pas moins ou bien plus de 500 enquêteurs qui ont été engagés durant cette campagne. Vraiment, il y a eu des moyens humains et matériels déployés lors de cette campagne. Le citoyen se rapprochait du citoyen, l'enquêteur se rapprochait du citoyen justement pour faire la pesée des déchets générés par ce citoyen chaque jour. Il y a eu même la pesée ou bien la pesée du pain. Du pain non consommé par le citoyen. Donc, pour vous dire, il y a eu 912 millions de pains qui ont été malheureusement non consommés durant l'année 2021. Il y en a une partie qui a été récupérée pour en faire des repas, pour faire des recettes, ou bien pour alimenter les animaux, oui, la bétail. Donc, mais par rapport à la quantité globale qui n'a pas été consommée par le citoyen, c'était 912. 407 millions de pains ont été malheureusement jetés dans la poubelle. Dommage. Ces images, on n'aimerait pas les revoir en tout cas. Oui. On n'aimerait pas les revoir. Voilà. Ça, peut-être que ça incitera les autorités locales à initier quand même des campagnes de sensibilisation plus appropriées et plus ciblées, dans la mesure où on va cibler les quartiers où il y a le plus ce type, En fait, ces indicateurs peuvent être aussi, ils peuvent aussi orienter la sensibilisation aussi. Il n'y a pas que le côté technique, le côté traitement des déchets ou bien collecte et transport des déchets. C'est aussi la sensibilisation.
se diriger vers l'urgence, disons, l'urgence par rapport à ces chiffres. Très bien. Donc, est-ce qu'on est encore loin du tri sélectif? Ça commence? Ça avance bien? Pour parler du tri sélectif, je pense qu'il faudrait faire des choix, déjà de bons choix par rapport au quartier pilote pour justement initier cette opération. C'est la première condition. Il y a aussi la sensibilisation. Dans ce sens, l'Agence nationale des déchets, donc, elle va initier une étude avec des professeurs en sociologie pour justement faire une étude socio-culturelle. Essayer de savoir ce qui peut vraiment motiver le citoyen pour étudier sa psychologie, l'aspect social, ses cultures, ses coutumes. Donc justement, ce qui pourrait l'encourager et l'inciter à faire ce geste de tri qui se fait à la maison, au niveau de la ménagère. Bien sûr, lors des campagnes de sensibilisation, on accentue surtout sur la ménagère qui est le point focal par rapport à tout ce qui est tri sélectif. Oui, absolument. En tout cas, pour ce qui est du plastique, il y a des initiatives personnelles. Beaucoup de ménagères et beaucoup de familles font ce tri systématiquement. Oui, et voilà. C'est par rapport au volume aussi de ces bouteilles par rapport aux autres déchets. Et parce qu'on croise aussi tous ces chiffonniers, toutes ces personnes qui s'occupent de la collecte de cette matière en particulier. Oui, justement, ce geste-là, il est tout simple. Le fait de mettre les bouteilles vides dans un sac à part, c'est un geste tout simple, mais il a un impact vraiment économique. Déjà, la matière récupérée, quand elle est mélangée, par exemple, vous avez du plastique mélangé avec des déchets ménagers, comme la matière grasse. Cela donc, implique qu'il y aura une matière première d'une qualité vraiment inférieure. Voilà. Tout à fait. Donc, sans parler des odeurs que peuvent générer donc ces déchets quand ils sont un peu mixés et mélangés, et dans la mesure où on est un pays très ensoleillé. Donc le soleil va impacter sur Et ça prend de la place aussi, ils ont un volume important dans le bac. Et qui dit dans le bac, au niveau des centres d'enfouissement technique aussi. Ben oui, j'imagine, il y a du pain sur la planche pour l'ADN. Tout à fait, En tout cas, on est ravis en tout cas de cette évolution qualitative, de ce sondage et de cette enquête qui a été menée à travers le pays, donc, et qui donnera justement les fruits de cet effort prochainement. Donc on a été ravis de vous accompagner pour en parler ce matin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le plaisir est pour moi. Merci Madame Bonaès Nalimel. Je rappelle que vous êtes chef de département auprès de l'Agence nationale des déchets. J'ai dit... Ah oui, j'ai donné un autre nom. Mais Madame Tazrout, excusez-moi. J'ai sauté une ligne, Malish. Il n'y a pas de souci. Madame Tazrout, on a été ravis ce matin. Sarah, en plus, vous avez un très beau prénom. Merci. Voilà, je suis passée à côté d'un très joli prénom. Merci infiniment pour cette présence. Merci à vous. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est réciproque, c'est réciproque. En tout cas, on va parler d'une autre dame tout de suite. On va changer de domaine, revenir à l'art, pour parler de Beya Mahidine, donc une pointure de l'art algérien. Donc cette dame qui a choisi la peinture dans un milieu qui n'était pas du tout acquis aux femmes à son époque et qui a fait donc qui a eu un parcours incroyable, qui est actuellement exposé dans des musées à l'étranger mais aussi dans son propre pays, donc en Algérie. Donc en tout cas, ce n'est pas à moi de raconter cette histoire, c'est plutôt Sophia Chouban qui va vous la raconter tout de suite. Et c'est parti. De son vrai nom patronymique, Haddad Beya, dans son enfance, développe ses dons d'artiste. Née à Bodj el-Kifan à Alger, en 1931, elle perd ses deux parents à l'âge de 5 ans. Adoptée par une famille rangée, la fillette s'inspire des livres, des magazines et des revues. Dans sa tête bouillonne déjà le monde des couleurs. Quelques années passent et voici que Beya s'envole vers l'autre rive de la Méditerranée.
En côtoyant le milieu artistique parisien, elle rencontre Henri Breton, Picasso, Georges Braque et Christian Dior. Ce qui l'encourage à s'investir davantage, à embrasser une carrière où l'art naïf se démarquait à l'époque en Algérie. En 1953, Baya se marie et ira vivre dans la ville des Roses avec son époux. En 1963, Baya participe à l'exposition Peintre algérien, un événement organisé par Jean Sénac, écrivain engagé. D'ailleurs, l'œuvre de Baya sera une découverte en Algérie, en France, en Suisse, en Belgique et dans le monde arabe. La contribution de cet immense artiste a été très significative, car cet art, qualifié de naïf, a séduit les peintres en herbe et même les académiciens des beaux-arts. Plutôt singulière, l'œuvre de Baya est travaillée avec la force de la composition, dégagée de toute fioriture et de complexité abstractive. À travers ses gouaches, on découvre la femme, des coiffes, des fruits, des tables, des lampes et des fleurs. Nulle trace d'ombre ne se trouvait dans ces tableaux, puisque Baya jouait énormément avec les couleurs et la lumière. On peut dire que Baya avait une sensibilité très proche de la nature. Avec une intensité de la forme, la peinture exaltée de l'artiste reflète la simplicité. Et sa production sculpturale accompagnait toujours ses toiles dans ses expositions. Très adulé dans les milieux mondains, intellectuels et artistiques, Baya laisse son empreinte à l'international, où ses œuvres sont conservées dans les musées des États-Unis, de France, de Suisse, d'Argentine, du Brésil, du Mali et du Qatar. Nous sommes ravis ce matin de continuer de parler d'art. Donc après ce reportage, ou plutôt ce portrait de Baya Mahiedine, nous allons recevoir, ou plutôt donner la parole à deux pointures de l'art algérien qui sont plus à présenter pour vraiment les initiés. Il s'agit ici présente donc Mariam Ait El Harab, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, je vous remercie. Ravie de vous retrouver, Mariam. Également, et merci voilà, pour l'invitation. Vous portez une autre casquette, donc vous êtes plasticienne. Mais vous êtes aussi responsable des arts visuels, chef de département arts visuels et arts... Et patrimoine à l'Agence algérienne, pour le rayonnement culturel. Et puis Karim Sergoua, ici présent, donc, qui est plasticien, mais également avec une autre casquette, celle de l'enseignant à l'École supérieure des beaux-arts. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup, ravi. Toujours ravi de revenir sur Canal et de te revoir aussi. Oui, on est ravis. Oui. Voilà, moi aussi. Radia Boulmali est artiste plasticienne, hein, parce qu'on la présente comme journaliste, mais elle est aussi artiste, elle est passée par les Beaux-Arts aussi. J'ai une petite passion à côté, effectivement. Bon, mais voilà, aujourd'hui, si on est réunis, les amis, c'est surtout pour promouvoir cette belle initiative donc, qui marque 60 ans d'indépendance de cette Algérie, donc, qui a un potentiel de jeunesse, un potentiel créatif aussi. Donc une exposition itinérante, 60 ans de création picturale, Mariam Ait El Harab. Tout à fait, oui, et qui marque aussi 60 ans de création picturale algérienne. Bien sûr, on n'a pas... représenter tous les artistes parce que c'est pas possible. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc j'espère qu'une prochaine fois on aura un peu plus d'artistes. À chaque fois on aura un peu plus d'artistes. Bien sûr, une fois qu'on aura les lieux pour accueillir
beaucoup d'artistes, parce que vraiment, les lieux nous manquent beaucoup, les lieux où on peut organiser de grosses expositions. Mais si on s'arrête sur le chiffre de participants à cette exposition, c'est déjà une première pour une itinérante. C'est la première fois que déjà l'itinérance, c'est une première. Par contre, 63 artistes, quand même, en Algérie, il y a eu des grosses expositions qui ont été organisées. Pas seulement à Alger d'ailleurs, dans plusieurs wilayas, Khanchla, Tlemcen, voilà. Donc on a quand même des rendez-vous quand même. Mais que les artistes comprennent, il n'y a pas de lieu pour, par exemple, comporter 300 artistes. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, nous on a fait une sélection qui a été quand même assez dure. On était plusieurs à sélectionner les artistes, dont Karim Sergoua et M. Zouber Hallal, que je salue ce matin. Artiste peintre, également enseignant designer, aux Beaux-Arts, et ancien voilà, commissaire d'exposition de design et d'art, etc. Donc il y a plusieurs générations, c'est très bien. Donc voilà, c'est pour représenter un petit peu 60 ans de création picturale. Je dirais un peu plus de 60 ans parce que je pense que c'est maintenant que l'histoire de l'art algérien commence à s'écrire. Il y aura des ouvrages qui vont sortir d'ailleurs, ce que j'ai entendu dire, sur un siècle de peinture algérienne. C'est très bien, donc l'Algérie avance dans ce domaine. Mais s'il y a un catalogue qui accompagne, ça va être quand même, Oui, il y aura un catalogue, bien sûr. Une trace un catalogue de 144 pages d'ailleurs, avec ces artistes, quelques textes qui parlent de création picturale en Algérie. Et donc voilà, la particularité de cette exposition, c'est qu'elle va être itinérante sur plusieurs villes d'Algérie. Voilà. On peut les citer, ces villes, s'il vous plaît? Allez, bien sûr, il y a... Je ne sais pas si Karim se rappelle de la liste. La liste, oui, il y a Tizi Ouzou, Tlemcen, alors, il y a Tlemcen, Larouat, non, Béchar, non. Oui, Béchar, si. Tlemcen, Béchar, allez, j'essaye. Tlemcen, Béchar, Maskar, Larouat, Msila, Mila, Mostaganem, Tizi Ouzou, Msila, Mila, et fini à Skikda. Très bien, elle a eu les 10. C'est bon. Voilà. 10 sur 10, c'est bien. 11, il y en a même 11. Non, pas 11. Non. Avec Alger, c'est 10. Ouais. 10 wilayas, donc, qui vont accueillir cette brochette d'artistes et puis surtout ces œuvres qui témoignent de l'évolution de l'art dans notre pays. C'est un aperçu, c'est un petit aperçu. Bien sûr, on a beaucoup plus à montrer. Il y a l'art de la vidéo, il y a même de l'installation. Tout ça, on n'a pas pu le montrer cette fois-ci. Mais c'est une tentative, c'est un aperçu. Mais Karim a commencé très tôt la pratique artistique et j'imagine son émotion de revoir toutes ces expressions réunies à la fois sur les cimaises du Palais de la Culture. On ne l'a pas dit que ça se déroulait au Palais de la Culture. Oui. Ça va être au Palais de la Culture. Et le fait d'être regroupé autour d'un thème qui est générique, qui est un peu générique, c'est le 60e, mais quelle est notre vision à nous, artistes du 60e? Donc ça a créé une dynamique, ça a créé une multitude d'expressions. Et il faut dire aussi que l'expo il y a eu des conditions de travail aussi, le format a été exigé, c'est très bien qu'il y ait un format, c'est 1m20 sur 1m20, donc c'est de grandes peintures. Et elle est belle, l'expo, elle est très belle. Mais pas de limite sur le contenu, en tout cas. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de limite sur le contenu. Il n'y a aucune ligne rouge, ni rien. C'est vraiment le sentiment du 60e chez chaque artiste. Et chaque artiste a en fait créé et a travaillé par rapport à ça. Et quel a été votre ressentiment en parcourant justement les cimaises cet espace, les cimaises dont on porte déjà toutes ces œuvres? Ça y est, la scénographie a été installée, on termine aujourd'hui, donc on a fait le plus gros. C'est pas encore fini complètement. Oui, c'est beaucoup quand même. Oui, mine de rien, c'est beaucoup. Déjà, on a un aperçu, on a quelques photographies qui passent actuellement pendant que vous parlez. C'est les miennes. Oui, tout à fait. Mais c'est bien, ça nous permet à nous J'ai donné un petit aperçu de l'accrochage. Voilà. Une petite exclusivité. C'est très agréable d'ailleurs, c'était très très agréable avec quelques artistes qui nous ont aidés, qui étaient là présents. Jamel Matari avec son fils qui prenait des photos d'ailleurs. Ouais. Il est photographe d'ailleurs. Son fils, son fils, le petit, oui. C'était très agréable. La mienne qui passe là, c'est très bien. Voilà.
En avant-première. Ce que je voulais dire, c'est que ce format de 1 mètre, enfin le même format, c'est un peu l'idée de Zuber, notre ami Zuber Hellel. En fait, c'est pour qu'il y ait une cohérence, parce que comme il y a plusieurs styles, il y a plusieurs tendances artistiques. Donc si on a le même format, ça donne une exposition professionnelle, cohérente. Absolument. Parce que vous allez voir... Et puis les espaces sont différents d'une wilaya à une autre et il n'y a pas de scénographe mais c'est surtout pour la cohérence de l'exposition, de l'ensemble. Que les gens pourront apprécier quand on a... C'est comme si on regardait de la même fenêtre des différents paysages. Donc on appréciera toujours. Chaque œuvre, on va l'apprécier. Parce qu'il y a de tout. Il y a du figuratif classique, il y a du figuratif contemporain, il y a de l'abstrait, il y a du conceptuel, il y a de la photographie. Donc c'est vraiment une exposition qui regroupe un petit peu plusieurs tendances artistiques, plusieurs expressions. Et les gens vont découvrir. Il y a des découvertes incroyables. Oui, il y a des autodidactes. Qui n'ont jamais exposé. Absolument. Il y a des nouveaux sur la scène, il y a des jeunes, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes. On a essayé moi, je pense que sur 63, il y a uniquement 12 ou 13 qui ont l'habitude d'exposer, mais tout le reste, la cinquantaine, c'est des gens où c'est pour la première fois qui exposent et qui exposent en collectif au palais dans une galerie, dans une grande galerie. Une grande galerie et je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il y a uniquement 12 artistes d'Alger. Alors tout le reste viennent de l'intérieur du pays. Donc vous avez des artistes de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Excellent. Il y a de tout. C'est une petite brochette, je dis bien une petite parce que on a même le Grand Sud, même le Grand Sud, il y a des artistes, il y a Slami, il y a... Oui. En fait, on a essayé de le Zahrahal, voilà. Bien aimé. Tabarha de Biskra. Il y a Yasmina de Constantine. Tout à fait. Yasmina Saadoun. Yasmina Saadoun. Non, on a essayé vraiment de... Ça a été dur, ça a été difficile, le choix a été difficile, mais bon... Je dis bien que c'est un aperçu, c'est une tentative, et j'espère que les autres artistes vont comprendre parce qu'il y en a qui ont de la peine. Et moi, justement, je ne veux pas qu'il y ait ce sentiment-là parce que vraiment, en fait, le 60e anniversaire de l'indépendance, c'est un début, c'est le commencement de l'écriture de l'histoire de l'art algérien. On devrait fêter ça tous ensemble, ensemble. Tous les artistes devraient se réunir et ce n'est qu'une première. Et d'ailleurs, cette itinérance, non seulement il y aura peut-être d'autres expositions absolument différentes. Et il faudrait il faudrait que tout le monde sache aussi que cette itinérance est très utile parce qu'on va prospecter un petit peu les directions de la culture, le manque qu'il y a au niveau des directions de la culture. Parce que vous savez, pour eux, organiser une exposition, c'est quelque chose d'énorme. Là, on va essayer de leur montrer que non. Avec peu de moyens, on peut organiser de belles expositions. Et on va voir un petit peu, on va essayer de voir ce qu'il y a comme manque côté salle, d'exposition, les infrastructures et tout. On va essayer d'apporter quelque chose. Voilà, d'un petit peu d'aligner aux normes qui se trouvent dans les grandes villes éventuellement. Il n'y a pas que cela, il y a l'exposition proprement dite, mais il y aura aussi, chaque wilaya va proposer ses propres activités autour de cet événement, n'est-ce pas, Karim ? Absolument. Oui, il y a tout un programme par rapport à tout le Chaque wilaya est libre de faire des programmes qui vont se greffer à cette exposition. Voilà, mais nous, on pourra aussi proposer avec l'exposition une rencontre, des workshops et tout. Et ça, c'est très bien parce que c'est bien qu'il y ait cette ouverture, c'est bien qu'on puisse maintenant donner l'occasion aux artistes de s'exprimer. Et on a toujours demandé ça. Maintenant qu'on l'a, il faut absolument faire des choses et marquer le point et dire que voilà ce qu'on peut faire avec peu de moyens, avec les moyens que vous avez donnés. Maintenant, donnez-nous plus et on va faire plus. Voilà, on va faire plus, et c'est vrai que les lieux sont très rares, très rares. Oui. Il y a certaines wilayas à l'intérieur qui ont de meilleurs lieux que ceux d'Alger. Absolument. En tout cas, Tlemcen, prochaine escale, donc ce sera début janvier. Ce sera la Maison de la Culture qui est magnifique. La Maison de la Culture qui est magnifique et qui est un peu de la même envergure que le Palais de la Culture. Absolument. Vous avez à Skikda aussi le nouveau Palais de la Culture qui est magnifique. Le nouveau Palais de la Culture de Skikda aussi, il est très très bien. Vous savez, il y a des lieux, mais ils ne savent pas. aussi, la Maison de Culture, la nouvelle aussi, elle est très belle. Mais ils ne savent pas les utiliser. Voilà. Dire qu'ils n'ont pas de la présence de tous ces artistes va peut-être, comme vous dites, mais absolument. Et puis que les artistes puissent aussi se rapprocher des maisons de la culture, proposer des événements. Parce qu'il ne faut pas rester à sa place et attendre qu'on vous appelle à chaque fois. Non, un artiste, regardez, en Europe, en Occident, un artiste bouge. Il bouge pour trouver des financements, il bouge pour... Tout est payant à l'étranger. Ici, quand même, on a encore la gratuité. Il faut en profiter. Absolument. Mais
de l'initiative et, comme vous dites, l'audace de transmettre ou de partager sa petite proposition avec des responsables locaux ou alors des responsables des directions de la culture. Mais les directions de la culture, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'attendent que ça. Eux, ce sont des administrateurs. Ils ne sont pas artistes, ils ne sont pas organisateurs de... Voilà. C'est des acteurs culturels, mais ils sont administrateurs. Si l'artiste ne vient pas leur proposer un programme, comment vous voulez qu'ils le sachent? Absolument. Donc, en parlant de programme, justement, Mariam Aït El-Hara, donc à Alger, c'est le Palais de la Culture qui abritera cette belle exposition pour l'inauguration déjà demain. Demain, du 26 décembre au 15 janvier. Très bien. Jusqu'au 15 janvier, elle sera visible sur Alger. À Alger, est-ce qu'il y a justement des activités annexes? Est-ce qu'il y a des rencontres avec des artistes? Est-ce qu'il y a des hommages? Comment vous avez prévu? Écoutez, moi, mon département, c'est l'exposition. Voilà, c'est l'exposition. On a invité tous les artistes à assister au vernissage, donc ils sont pris en charge entièrement. La majorité va venir. Il y a aussi quelques artistes de la diaspora, on ne voulait pas oublier, voilà, pour vous dire qu'on a pris un tout petit peu de chaque wilaya. Voilà. Voilà. Très donc il y a très peu d'artistes qui ne peuvent pas venir à cause du travail, parce que quand même c'est un jour de semaine. Et c'était pas voulu aussi le jour de semaine, parce que vraiment c'est la seule date qu'on a pu trouver avec le Palais de la Culture. Parce que le Palais de la Culture, ils ont beaucoup d'événements, ils organisent énormément d'événements. Absolument, il y a un programme très riche au cours de l'année. Oui, mais sinon, voilà, durant en fait, la particularité de cet événement, c'est l'itinérance. Parce qu'on n'a pas le temps d'organiser autre chose autour, du moment que juste après, on va prendre nos valises et on part à Tlemcen. La prochaine destination, c'est Tlemcen. Et c'est le 1er février, donc il faut y aller bien avant. On a à peine une semaine de préparation. Donc ça va être comme ça va être presque comme une caravane. Et dans chaque ville, elle va durer quand même minimum 10 jours. Voilà, et ça s'étendra jusqu'au 2 juillet prochain. Donc, tout à fait. Karim. Donc vous allez avoir beaucoup de belles surprises et de belles rencontres tout au long de cette organisation, j'imagine. En fait, pour l'expo sera accompagné à chaque fois par 5, 6, jusqu'à 10 artistes différents de chaque ville. Donc chaque ville recevra un groupe d'artistes. Et c'est très bien. Et à la fin, il y aura tout le monde qui aura bénéficié d'un deuxième vernissage. Voilà, donc ceux de l'Est vont aller à l'Ouest, voilà, et vice-versa. Et puis je voudrais aussi, franchement, ça me tient à cœur, je voudrais remercier l'équipe de l'art qui ont été vraiment à la hauteur. Ça a vraiment été super. L'équipe de la com, Hussam Harzallah, qui a fait une com extraordinaire. L'équipe de la DAM, Monsieur Bendamesh qui a été superbe sur ce projet. Sur plein de projets, mais sur ce projet particulièrement, il a été clair et net et très intransigeant pour la qualité. Et puis, voilà, toute l'équipe de l'art qui m'a aidée et les artistes aussi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont facilité la tâche. Voilà, que vous dire, hein, en tout cas, c'est tout. C'est très agréable de finir ainsi l'année, non? Oui. Voilà. Non, ça va être un prétexte pour de très belles rencontres. On a hâte de revoir tous nos amis de l'Est, de l'Ouest, du Sud, et ils seront là, donc c'est très bien. Le temps d'une journée, d'une soirée. C'est le plus beau cadeau de cette fin d'année. Absolument, et moi j'invite tous les artistes à venir partager avec nous cette fête, je dirais, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Autre élément qu'on n'a pas cité, on terminera sur cette idée, c'est que l'ARC a pour cette initiative proposé l'acquisition de quelques œuvres. Non, d'une œuvre par artiste ou un truc comme ça. Voilà. En fait, j'avais pas le détail. Mais je savais qu'il fallait quand même mettre en relief une telle initiative parce que l'artiste, c'est vrai qu'il aime ce moment de partage, mais il a besoin aussi de vendre et d'avoir absolument. Je voudrais souligner que la somme quand même était symbolique. Hein. C'était pour faire participer le plus d'artistes et que ces œuvres vont faire partie de la collection de l'art qui va voyager, parce qu'à chaque fois qu'on nous demande de faire des semaines culturelles à l'étranger, c'est vrai qu'on essaie. On n'aimerait pas, si on appelle un artiste, l'autre il va dire pourquoi. Par contre, maintenant, on a une très belle brochette. On a une très belle collection, je peux le dire dès maintenant. Et c'est cette collection qui va représenter l'art algérien à l'étranger.
Excellent. Donc voilà qui est dit par rapport à cette belle exposition. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, alors on vous explique ce qu'il en est. Donc il s'agit d'une exposition itinérante à l'occasion du 60e de l'indépendance. Une exposition donc qui sillonnera différentes wilayas du pays. On les a citées, mais on ne va pas les reciter maintenant parce que voilà, le temps ne le permet pas. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir toutes ces empreintes de l'art algérien, une seule adresse, le Palais de la Culture, à partir de demain, quelle heure? À 16h. À 16h. Et c'est jusqu'au 15 janvier, vous avez le temps. Donc voilà, juste après les fêtes, d'aller et de visiter cette belle exposition. On a été ravis de vous recevoir, Karim Sergo. Ravi moi-même, comme toujours. Voilà, autant que Maryam El Hara, avec qui j'ai partagé des moments extraordinaires, exceptionnels à l'École des Beaux-Arts. En tout cas, voilà, ravi de vous recevoir ce matin, vous qui représentez aussi cet organisme qui est à l'origine de cette initiative, et vous êtes commissaire de l'exposition également. Si vous voulez, on est tous commissaires. Si vous voulez, vous êtes une équipe en tout cas. Voilà, c'est un travail d'équipe, on l'aura compris. En tout cas, merci Maryam El Hara. Vous êtes chef de département auprès de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Donc, dernière ligne droite avec nos amis du dimanche. Jaudet Gessouma pour les bonnes feuilles, Yazidait Mahidine pour les coups de cœur et de la semaine, et puis Maryam El Hara, une autre Maryam, voilà, et une Maryam en cache une autre, il s'agit de Maryam Moussaïd, donc bien sûr dans son espace consacré justement aux plantes et à leurs vertus. Merci, bon vent. Voilà, merci que dire. Merci. Et merci bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Voilà, je vous souhaite vraiment toute la réussite à ce bel événement. Beaucoup. Voilà, merci. 60 ans de création picturale. Et dans un instant, on retrouve nos amis après ceci. Le Festival national du théâtre professionnel revient sur la scène culturelle, prévu du 23 décembre au 1er janvier 2023. Cette 15e édition prévoit la participation d'une trentaine de troupes représentant plusieurs wilayas, dont 13 en lice pour le Grand Prix du festival. Nous travaillons avec Riyad Verwel, c'est lui le mukhrij ou tasmim le spectacle. Donc on a travaillé pendant environ 20 jours pour vraiment offrir un spectacle, un magnifique spectacle pour l'ouverture du festival. Et ça va être une pièce théâtrale ou quoi? Non, ça va être des tableaux de danse, vu que cette année c'est le 60e anniversaire de l'Algérie, enfin de l'indépendance. Du coup, tous les spectacles sont sous le thème de l'Algérie. Et donc, il y a des tableaux qui vont représenter certaines époques et certains événements de notre beau pays. La 15e édition du Festival national du théâtre professionnel porte cette année le nom de l'artiste Moujahed, membre de la troupe du Front de libération nationale Taha Al-Amri. Le théâtre de rue sera également présenté avec des spectacles animés au niveau de la place Mohamed Touri au TNA. Alors on est venu de Mostaganem, on représente l'école Al-Mouja. C'est une école qui a 45 ans et on aime le théâtre de la rue et là on est en train de le fêter avec vous. On est venu de Mostaganem, عاصمة المسرح. C'est l'école de formation théâtrale El Mouja. C'est une ancienne école, elle a 45 ans d'existence, elle fait des formations et aujourd'hui c'est la dernière génération de El Mouja. On espère bien, Inch'Allah, une soirée magnifique et que le spectacle de la rue le public aimable. Cette 15e édition du festival abritera par ailleurs 5 ateliers de formation sur le théâtre radiophonique, la critique théâtrale, l'éducation vocale, la musique théâtrale. Je
suis un comédien de théâtre étudiant en l'ISMAS, l'Institut des Arts Dramatiques. Ce festival permet avant tout l'évaluation de l'expérience de tout un chacun et la création de liens entre les différents théâtres et praticiens. Aujourd'hui, je suis venue pour assister à l'ouverture du Festival national du théâtre professionnel. C'est une bonne initiative pour nous, pour les gens de domaine et même pour les spectateurs. Et je suis entrée directement et officiellement en 2014 au théâtre professionnel. J'ai travaillé dans ce domaine, c'est presque 9 ans. Tout événement sur l'art en général et le théâtre en particulier est bénéfique. Il permet la rencontre des gens du métier et ouvre grande la voie aux échanges d'expériences. Une dizaine de rencontres académiques et intellectuelles sont aussi au programme. Vous me direz, ben voilà, c'est le moment de retrouver nos amis du dimanche. Yazid, bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Ça se passe bien. Très bien, alhamdoulilah. Alors, on va faire du théâtre. Ben, justement, on va juste dire un mot pour dire qu'on n'est pas seul. Ah ben et oui, puis après, on reprend, on enchaîne, absolument. Jawdat Guessoua pour les bonnes feuilles et Mariam Moussaïd, vous le savez. Bon, elle va vous parler des vertus de la moisse ce matin. Alors, des bonnes feuilles aussi, hein. Elle va parler aussi oui, de bonnes feuilles. Oui, de bonnes feuilles, oui, tout à fait. Bonnes pour la santé surtout. En tout cas, voilà, bonne pour l'esprit, bonne pour la santé, bonne pour justement l'épanouissement. Il s'agit de ces pièces théâtrales qui vont être jouées dans différentes salles d'Alger. Le TNA, entre autres, Ibn Khaldoun, mais aussi le petit théâtre d'Alger Centre, hein, Yazid? Oui, أنا راح نبدأ اليوم على المسرح الوطني الجزائري. Shukran, tu prends, voilà, ça y est, l'accent. Bah oui, il faut bien essayer de le décliner, des grands comédiens. N'est-ce pas? L'accent Boualem Zid Al-Goudam. Absolument. ما يخفالكش سيدي. ما يخفالكش أنا مليحة. Donc, restons dans le théâtre, puisque la 15e édition du Festival national du théâtre algérien, donc professionnel, voilà. La 15e édition, elle a été ouverte, lancée il y a 3 jours, je pense, le jeudi dernier. Et c'était un hommage particulier à un monstre du théâtre algérien, à un maître incontesté du 4e art algérien, Taha El-Amiri. Donc, Taha El-Amiri, qui est l'un des grands comédiens algériens, il était donc à la troupe du Front de Libération Nationale, la troupe artistique. On le voit déjà apparaître à l'instant. Carrure de grands comédiens algériens. Il était dans le film Chronique des années de Braise, il était dans le Moulin de Monsieur Fabre, il était donc des grands films algériens. Il a pu le petit écran avec les feuilletons. Vraiment, c'était il mérite tous les hommages, effectivement. Voilà, il mérite tous les hommages. Pour ce parcours exceptionnel. Ben, on le voit saluer son public, là, à une autre occasion. Voilà, ça, c'est à l'ouverture de ce... Et puis, il y a eu un hommage vraiment, un grand hommage, un vibrant hommage à ce grand comédien Taha El-Amiri, de son nom, c'est Bostanji. Le Taha El-Amiri, c'est son nom d'artiste, c'est Bostanji. Un peu comme notre réalisateur qui est aux commandes ce matin. Absolument. Donc voilà, son frère était dans le scout algérien. Donc c'est un terreau du nationalisme algérien. C'est un foyer de militantisme et de nationalisme algérien. Donc il y a eu ce grand moment où les jeunes comédiens lui ont carrément fait chapeau bas pour tout ce qu'il a fait pour le théâtre algérien. On voit ici donc cette scène où il rend hommage à ce grand comédien qui est Taha El-Amiri. Et voilà, avec justement la troupe, voilà, c'est le ballet. C'est le ballet aussi qui accompagne, donc de danseurs très talentueux qui ont donné aussi une couleur à cette cérémonie, effectivement. Et puis quand on parle de théâtre, on parle de Mostaganem, parce que la première troupe théâtrale à Mostaganem, c'est troupe El Mouja. Elle était du côté de Salamandre.
Et ils avaient le théâtre, il y avait le grand Haussmann qui était là, etc. Ils ont lancé cette... Et puis on les retrouve partout. Ils étaient à Tizi Ouzou, ils étaient à Oran, ils étaient à l'ouverture, donc avec Diwan El Garagouz. Et là, on voit toujours l'hommage à Taha Al-Amiri. On voit donc ce vibrant hommage en présence de la ministre de la Culture. Mostaganem qui continue d'abriter le festival du théâtre amateur, en tout cas. Oui. Là, le professionnel, c'est Alger. Mais là, on les a vus avec ces tenues marins, etc. Ils étaient carrément donc, dans l'enceinte du théâtre en plein air. Donc, ils ont fait un peu de théâtre de rue. Ils se sont... il y a toujours ce théâtre de Garagouz, parce que vous savez qu'au début du Forja, etc., le spectacle populaire, vous savez que le Syrien Ardesh... Voilà, on revoit les images. Voilà, vous savez que la première fois, le théâtre algérien, les premières expressions populaires comme ça, cette Forja, comme dit notre ami Djawdet Gassouma, s'est exprimé quand le Syrien Ardesh est venu en Algérie. Il a présenté, et puis il y avait, par la suite, il y avait quand même des pièces de Garagouz, etc. Donc il y a même je pense, un film un grand film sur Garagouz. Garagouz, je pense, c'est un film de Youssef Chahine, je pense. Voilà. Donc là, il y a eu ce moment avec ces jeunes épris de théâtre, et on les voit là. La relève est là. Et puis, Mostaganem, c'est la mer, c'est un hymne à la Mare Nostrum, à la Méditerranée, et on voit comment ils se sont donnés à cœur joie pour faire du théâtre en plein air et pour faire El Forja. Voilà. Il y a aussi à Darar en ce moment, il y a une quinzaine du théâtre, très important, c'est international. Il y a de belles choses qui se passent sur Darar aussi. Adrar, oui, oui, on en a parlé la dernière fois, c'est les nuits d'Adrar, les nuits du théâtre d'Adrar. C'est avec l'association Foursan Rock, les cavaliers de la Seine, qui ont organisé cet événement du côté d'Adrar, avec une participation de beaucoup de pays dans la Palestine, dans l'Irak, la Tunisie, ainsi que d'autres pays étrangers. Donc on est toujours... En tout cas, il faut profiter en tout cas de ces spectacles, parce que c'est vraiment la crème. Il y a au Théâtre National, il y a le Théâtre Bechtarzi, il y a la salle Haj Omar, il y a le Théâtre municipal d'Alger, présente beaucoup de spectacles pour enfants ces jours-ci. Oui, l'ex-casino, et puis même la cinémathèque, il y a aussi des débats pour donc cette journée, cette 15e édition du Festival national du théâtre professionnel. Et qui se couronnera le premier par cette cérémonie de remise des prix au meilleur spectacle de cette année. On attend avec impatience de découvrir les gagnants à ce concours. Oui. Juste pour dire, c'est très intéressant parce qu'au niveau de la scénographie, au niveau de l'écriture, au niveau de l'actualité, par exemple, c'est vraiment d'excellentes factures. Absolument. Donc vraiment, il faut aller au théâtre parce qu'il y a vraiment de nouvelles création. D'ailleurs, la preuve, on avait vu à la cérémonie d'hommage consacrée à M. Taha Al-Amiri, on avait vu la scénographie excellente. Il y a même le salut du public qui était bien fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une excellente écriture aujourd'hui esthétique et tout du théâtre. Et c'est vraiment le théâtre algérien commence à être... Moi, j'attends avec impatience la pièce voilà, de toutes Ahmed ces nouvelles stars du théâtre algérien qui sont très intéressantes par leurs propos. M. Cherchel qui a travaillé aussi pour ce qui est de la scénographie, cet artiste. Exactement. Tout à fait. Ils sont nombreux, en tout cas, à avoir recours à une scénographie spécifique, à la lumière, la vidéo, de toutes les techniques actuelles. Le travail de déplacement sur scène, l'écriture est très bien faite. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Et c'est le cas théâtre. Oui, j'ai été au théâtre 2 ans avec Ziani Chirikli. Il a fait de la scénographie. Il a fait du théâtre. Oui, de la scénographie. J'ai travaillé. Et c'est un endroit dans lequel j'ai beaucoup de... La réplique, une des répliques, c'était Djaïr Mahdida Ozdeda de Azdin Djoubi dans Hafila Tassir. Hafila Tassir, un chef-d'œuvre qu'on n'oubliera jamais. Oui, bien sûr, je l'ai vu. C'est le voleur de bicyclette. Moi, je l'ai vu aussi. Shuhada Yaoudouna al-Massa. J'ai vu Hadjou al-Fkar.
Donc, et puis j'ai vu Sinenné aussi, de Mouahia. Sinenné, oui. Donc, pas mal en attendant Godot. En attendant Godot. Babourarak aussi. Babourarak, oui. Puis, il y a beaucoup de... L'Aïta, avec le chef-d'œuvre. Robert Lefham, je pense aussi, de Ketbiel, la poudre de l'intelligence. Le Djouad, l'Itham, tout ça, c'est des grands moments du théâtre algérien. Le Gaz el-Had, qui était vraiment une légende. C'est pas Masrah al-Qal'a, mais bon. Bien sûr. يغنيها تشوفي عيط معيط الغاز Une mémoire infaillible. Bon, en tout cas, voilà, la mémoire pour les chiffres, la mémoire pour tout. Et on va parler de mathématiques maintenant, parlons un peu de recyclage, parce qu'on doit recycler, on ne doit rien laisser. Vous énervez pas, Yazid. Il faut recycler parce que si on voit la quantité de déchets qu'on trouve dans la nature comme ça, et qui sont une valeur sûre et une mine d'or, et puis une aubaine pour l'emploi, et alors on se dit pourquoi. Et alors il y a deux quartiers de l'Khoroub, de la région de l'Khoroub, de la commune de l'Khoroub, à Constantine, donc le quartier 450 logements et le quartier Chetati Merrah, ils ont concrétisé cette idée chaque jour cette idée de recyclage. Et il y a aussi ce projet de tri sélectif, Hayyi Yufriz, mon quartier recycle. Et ils sont arrivés donc à vendre, écoutez bien, plus de 1145 kg de déchets. Ils ont vendu, donc ils se sont fait. C'est des filières d'emploi. Ils sont arrivés. Là, on voit le carton, j'imagine le plastique aussi, j'imagine énormément d'initiatives. C'est de la ressource. On voit les enfants, ces gestes, et tout ça va se vendre. Et puis des fois aussi, on peut utiliser aussi pour l'énergie. Oui, absolument. Aussi pour produire de l'énergie, pour s'alimenter en énergie. Et ce qu'a fait donc ce quartier ils se sont classés d'ailleurs deuxième à Boumerdes à l'occasion du Forum national des clubs écologiques. Donc ces deux quartiers de commune d'Al-Khoroub de Constantine. Et tout ce projet, donc, il s'inscrit dans le programme CAPDEL qui est dédié qui est dédié au développement durable, au renforcement des capacités des collectivités locales dans le cadre du développement durable. Donc, mathématiques, voilà, mathématiques, on faisait les mathématiques au CM à l'époque, à 14h, le Keïla, et puis on avait les cours de mathématiques de 3h. Je crois que c'est ce qui a orienté Yazid vers une carrière littéraire et journalistique apparemment. Et la pauvre, notre prof de maths, Mme Khafesh, mais vous comprenez rien. Arrêtez, elle a essayé, la pauvre. Elle a essayé toutes les méthodes. Mais on n'arrivait pas à trouver ce moment d'abstraction que d'autres facilement faisaient des équations rapidement comme ça et tout. Et on se retrouvait comme ça. Bon, qui me dit ça. Donc c'est un championnat dont on parlera. Oui, mais là, M. Mouassim Meddour, c'est un as des maths. Il est parti en Tunisie pour récolter pratiquement 4 médailles, dont 3 en or et 1 en bronze. C'est à l'ALESCO, donc c'est l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et de la science, qui organise donc chaque année un concours des mathématiques. Et l'Algérie a raflé la première place grâce à M. Wassim Meddour, ce jeune lycéen du lycée Rabah Betat d'Alger. Donc il a réussi à rafler ça. Et on reste donc dans les mathématiques, puisqu'une envoyante de l'université de Tizi Ouzou, de la faculté des mathématiques, vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat en mathématiques. Donc,
Voilà, donc c'est... félicitations. Félicitations. Félicitations à sa famille également, qui doit être fière. C'est Saïdi Amel, donc de l'université de Tizi Ouzou, qui a, dans le thème, été probabilité statistique. Donc, vous savez, aujourd'hui, les maths, on les retrouve dans tout. Absolument. Et toute cette intelligence artificielle, ce n'est que le prolongement des applications des mathématiques. Tous ces algorithmes, etc. et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le domaine médical, dans le domaine même du divertissement, Netflix et compagnie, c'est ça. Et occasion de saluer le père de l'algorithme, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. On va rapidement vers la fin parce que vous avez deux amis en face qui attendent avec impatience. نروحوا لزوج عيون القصبة جمع اليهود etc. Il y a une image de Marcello Mastroianni qui راح يضرب بالكبدة التباكون, je pense le jour de Sidi Abdallah, en principe, c'est juste un peu flotteur. C'est vrai qu'au début, c'était Flabaz Kasbah. Donc il a été prendre une photo comme ça. Maintenant, il y a un marché à la place. Voilà. La Cinecittà. Et puis, nous avons également le grand Mahidine Bashtarzi. J'ai trouvé cette vidéo, je pense, du côté de Nice, où il est avec sa troupe en train de jouer, d'interpréter un mouvement de Nouba. Donc nous allons écouter juste un petit instant comme ça, le temps de vous laisser la parole. Dans un bon prémonitoire. Voilà. C'était notre ténor. Les Mahidis sont élégants, ils semblerait, oui. Voilà. Un grand ténor qu'on regrette, Mahidine Bashtarzi. On va donc tout de suite transiter vers... Ah, je n'ai pas vu le jingle, c'est le tien ou c'est le sien? J'ai pas vu aussi. C'était Bonnefeuille. C'était Bonnefeuille. C'était Bonnefeuille. Excusez mon manque d'élégance, mais je prendrai la parole puisque générique est dans et jingle. Donc, très bien, voilà. On y va alors. Voilà, donc avec toujours les Bonnefeuille et en cette fin d'année, quelques hommages à des personnes qui nous ont quittés, notamment Ouergla avec un hommage appuyé à ce cher monsieur qui avait bercé nos après-midi à la radio, notamment Mohamed El-Khadr Saïhi, qui nous a quittés, poète à la voix tout en bienveillance, et au travail, consacré beaucoup d'ailleurs aux enfants, la littérature pour enfants, qui était à l'époque quelque chose de très important. Je pense à un moment donné. Voilà, donc on avait toujours un générique très connu, enfin, donc né en 1918 et il nous a quittés en 2005. Donc Ouergla se souviendra de lui à travers un événement qui débutera du 27 décembre au 4 janvier 2023 dans la wilaya de Ouergla, donc à la bibliothèque de lecture publique Mohamed Tidjani. Donc il y aura plein d'ateliers, ça sera sous le thème mémoire de gloire dans la littérature, avec plusieurs ateliers, des ateliers pour enfants, des ateliers d'écriture, des présentations d'exposition, des choses sur le travail, sur la mémoire de ce personnage, né en octobre 1918 dans la commune d'El Alia, la Daïra d'El Hjira, dans la wilaya de Tougour. Donc Ouergla se souviendra de ce personnage illustre qui avait baigné quand même, qui a accompagné l'enfance et l'adolescence de plusieurs... Dans les manuels scolaires. Il faisait une émission, il parlait toujours de Djouha, du personnage. Oui, du patrimoine populaire oral. Donc il nous a beaucoup accompagnés dans ce cheminement, dans cette littérature populaire.
très importante. Ensuite, il y a un hommage, un clin d'œil, un événement consacré à la calligraphie arabe, une esthétique donc de la lumière, une esthétique de la beauté. Donc, pas moins de 35 artistes et 21 lauréats participeront, à partir d'aujourd'hui, donc du 25 au 28 décembre, à la Maison de la Culture Abderrahmane Kaki de Mostaganem, les journées avec le musée de l'enluminure, de la calligraphie de Mustafa Pacha. Donc, autour de la calligraphie avec Atf Dallah, qui va encadrer un atelier d'art et de calligraphie arabe, en parallèle avec les artistes algériens, donc calligraphes syriens, avec les artistes algériens Mohamed Haddouche et l'Irakien Saleh Shirzad, qui vont aussi animer des ateliers, le premier en enluminure berbère et le second en enluminure donc islamique. Donc cet événement vise vraiment à faire connaître toute la portée de la miniature, de la calligraphie, de l'enluminure, dans la civilisation en général, dans l'architecture, les livres, le domaine de l'édition, dans le domaine de l'écriture et tout ça. Donc, à la Maison de la Culture Abderrahmane Kaki, du 25 au 28, courez-y si vous êtes dans les environs. C'est super intéressant. C'est plein de choses à voir, des ateliers vivants, donc voilà, tout un mouvement qui va se faire autour de cette calligraphie. Ensuite, je voulais vraiment aussi parler d'un événement, c'est-à-dire à travers la parution d'un livre. Donc, je voulais encore une fois parler d'El Bayazine, qui est une maison d'édition, qui a eu quand même un prix en 2022. Donc, c'était le prix du meilleur guide touristique décerné par le World Trade Center d'Alger sous la présidence du ministre algérien du Tourisme. Donc là, avec Bayazine, qu'on commence aujourd'hui à connaître. Algérie. J'avais une introduction avant. Ne soyez pas pressés. Mes chers Arabia, je sais qu'il y a un timing. Non, c'est-à-dire que cette maison d'édition, j'ai beaucoup d'affection pour cette maison d'édition, parce qu'elle réussit le mix entre la culture, vraiment, la société, et puis le voyage à l'extérieur, à l'intérieur d'Algérie. Donc, ils ont fait beaucoup de guides, Istanbul notamment. Istanbul, c'est un livre vraiment formidable. On en avait parlé pas très longtemps. Près de 500 pages, vraiment, plus de 500 pages, près de 600 pages. Le Coran, le noble Coran, traduction du sens de ces versets et annotations avec Messoud Boujnoun et Kamal Chikat, un excellent livre. D'ailleurs, il est épuisé. La maison d'édition va bientôt le remettre, le rééditer. Et puis vraiment l'apothéose en 3 langues, là, pour vous faire plaisir à Radia, Algérie, tout ce que l'on doit. Oui. C'est quoi ? Donc 500 pages en 3 langues, 3 éditions, donc vraiment excellent. Ça, fabuleux, c'est une fabuleuse incursion. Algérie. Algeria, one of the most beautiful countries in the world. Donc, Aljazair, min ajmal buldan al-alam. Et Algérie, un des plus beaux pays du monde. Donc tout ce que l'on doit savoir, ou presque, sur l'Algérie, proposé en version arabe, française et anglaise. Et donc là, vous avez 500 pages d'un travail formidable, décliné en 8 chapitres, où vous avez de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec toutes les régions quasiment qui sont citées, les traditions, la culture. C'était une sorte de guide, mais une sorte de guide culturel surtout. À dimension humaine, mais voilà, mais culturel. Et vous avez Sefar, vous avez Tlemcen, vous avez Oran, Tipaza, Alger, Tamanrast, le Hogar, Tassili Najer, Tassili Nahgar, la Kabylie, Alger.
toute l'histoire, tout ça, Aoulef. Vous avez Aoulef, ils sont tous là. Vous avez Haïzar, Tigjda, Boussaada, les Oasis, Biskra, toute l'Algérie quasiment citée avec des signatures formidables. Bérésina, du côté de Mnéa, pas très loin, où la Mbarka Bint El-Khassa a vécu, Ouedsli, Ouedfouda, toutes les régions du nord, du sud. Il parle de sa région. Voilà, donc il avait collé sa région dans le... Voilà. Vous avez tout l'honneur, donc vraiment formidable. À lire à tout prix. Le prix est un tout petit peu onéreux, faute à cause du papier qui a vraiment, mais la qualité vraiment excellente. Et il est en train de... Mais on peut le garder toute une vie, ce livre. Ça, c'est un livre justement à garder toute une vie. Voilà. Il y a plein de demandes sur la version en anglais, ce qui est quand même surprenant. Voilà, donc... vous avez les... On parle des écrivains, parce qu'on parle du cinéma, du théâtre justement, absolument, des écrivains, de toute la culture, de la musique, tout ça. C'est-à-dire que vous avez quasiment comme... Ce qu'on a pas, c'est surtout le temps aujourd'hui, Diabète. Voilà, donc avec des signatures formidables à lire à tout ça. Attends, voilà, vous avez parlé de région, il y a les hauts plateaux où l'on voit vraiment évoluer une plante dont elle va nous parler tout de suite. Il y a le piston, voilà. Il n'y a pas eu de piston. Entre nous, il n'y a pas de... Donc, vous avez un bras entre les mains. Oui. Alors, il s'agit de l'armoise. L'armoise. Donc, une plante très, très connue chez nous. Peut-être un petit peu moins pendant ces dernières années, mais en fait, il faut savoir qu'il y a un engouement qui a fait que cette plante est revenue sur le devant de la scène, donc qui fait partie maintenant de nos tisanes. Voilà. Donc, il fut un temps où il n'y avait pas de maison, où il n'y avait pas de chai. C'est pas possible. Donc, tout à fait. Exactement. Elle était très, très, très utilisée. C'est une plante quand même qui est assez... la tisane de cette plante est assez amère. C'est une plante qui est amère. Exactement. Et il faut savoir que pratiquement l'une de ses vertus principales est dans ce côté amer. Donc, il faut savoir qu'elle est excellente pour tous les troubles intestinaux. Et on va déjà commencer à parler de la région. Il faut savoir que, alors, l'artémisia, donc le chai, et il y a plusieurs variétés. Il faut savoir qu'il y a à peu près 400 variétés et on la retrouve principalement en Europe, en Chine, en Inde. Il faut savoir que déjà depuis plus de 3000 ans, elle a été citée dans plusieurs médecines traditionnelles et on la retrouve jusqu'au Japon, donc cette petite tisane. Mais comme j'ai dit, il y a 400 variétés et celle que nous avons ici à Alger, c'est Artemisia herba alba. Voilà, donc c'est une des variétés de chai ou d'Artemisia. Alors, c'est excellent c'est excellent pour le bétail aussi, parce qu'en fait, lorsque les bêtes broutent de cette herbe, ça donne une viande très tendre, ça donne... Justement, ce matin, je me suis laissé abandonner à une blague un peu de mauvais goût. En disant, si on boit cher, quel goût on aura, nous, êtres humains. J'ai dit peut-être un petit peu le même. Peut-être ça va nous donner du goût, je ne sais pas. Heureusement que les cannibales n'existent plus. Heureusement, sinon... Par contre, on peut avoir une vague idée avec le mouton de Ouled Jdel. Oui, mais vous avez 2 minutes pour finir, Myriam. D'accord, alors on va aller très très vite, c'est pas grave. Donc on sait très bien qu'on le retrouve dans les régions stépiques. C'est une plante qui s'épanouit vraiment bien dans les régions plus ou moins chaudes et arides. C'est là où, comme d'habitude, on a dit, dès que les plantes ont un petit peu de stress, c'est là où elles vont donner tout leur parfum et toute leur saveur. C'est une tisane qui est amère, c'est pour ça que on va dire qu'elle est difficile un petit peu à consommer. C'est pas tout le monde qui peut la boire, mais il faut savoir que c'est excellent. Ça a énormément de vertus, donc elle est bonne pour faire baisser la tension artérielle. On dit aussi qu'elle régule tout ce qui est glycémie, mais surtout pour vraiment les désordres intestinaux. Il faut savoir qu'elle est excellente, donc boire un verre par jour. Bah oui, je l'ai préparé pour toi quand je l'ai pris ce matin. Ça, t'as pas le verre, très parfumé, d'une
odeur très bonne. Exactement. Donc pour le parfum, il faut savoir que c'est un gage on va dire comme quoi la tisane est encore bonne et qui a énormément de vertus. Donc quand on l'achète, la première des choses c'est qu'il faut la sentir. Donc froisser un petit peu donc les petites extrémités. Si ça sent très fort, ça veut dire qu'elle est bonne et qu'on peut la consommer. Elle a gardé ses propriétés. Exactement. Par contre, s'il n'y a presque aucune odeur, il vaut mieux ne pas. Il n'y a pas d'odeur ou si c'est l'humidité qu'on retrouve aussi sur les feuilles ou les brins. Exactement. Alors c'est boyazé. C'est pas aussi amer. C'est pas aussi amer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est généralement on dit on en met beaucoup pour que ça soit mieux et c'est pas vrai. Donc on peut mettre juste comme ça une petite pincée. Il faut savoir que c'est entre 20 et 30 grammes pour 1 litre d'eau. Donc surtout, il ne faut pas avoir la main lourde. De toute façon, c'est pas possible. Après, pour boire ça, c'est très compliqué. Mais on peut boire ça. Quand on mange gras, on peut prendre une bonne tisane après un repas. De préférence, préférence, il vaut mieux essayer de faire comme ça des décoctions avec de l'eau froide. Donc prendre une bouteille, mettre ça la veille et laisser comme ça au réfrigérateur ou à température ambiante et prendre 1 à 2 verres par jour. C'est excellent. On va dire pour tous, c'est vraiment la plante miracle. Il y a vraiment beaucoup à dire à propos de l'armoise. Voilà. Excellent. Donc vous avez vraiment rentabilisé les 2 minutes. Ah bah oui, j'ai tout dit. Aujourd'hui, je vous y allais. Voilà, tout. Il fallait bien. Excellent. Alors pour le prix, c'est, on va dire que le prix est réellement, on va dire très abordable, puisqu'un petit bouquet comme ça fait entre 150 dinars à 200 dinars le bouquet, et tout dépendra où ce qu'on l'achètera. Et il reste longtemps en plus. Exactement. Donc toujours le mettre de préférence à l'abri de la lumière, ne pas le mettre dans des bocaux transparents et à l'abri on va dire à la lumière du jour. Il vaut mieux mettre ça dans des bocaux en verre, bien entendu, fermés et plutôt dans des placards. Mettre dans un placard. Voilà. Si on veut panacher, on le panache avec quoi? Alors on le panache avec du gingembre. Voilà, donc mettre du gingembre, de la sauge aussi, donc mettre une feuille de sauge, une petite brindille de chai, un petit peu de gingembre et vous avez une bonne tisane pour booster le système immunitaire, pour l'humeur aussi. Il faut savoir que même pour l'humeur, c'est très efficace. Donc voilà. C'est vrai, ça a changé. Merci les amis, c'est mieux, hein. Ça se voit. La colère est passée, il était rouge de colère tout à l'heure. En tout cas, merci Yazid, merci Jodette, merci Maria, merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Rappelons aussi un rendez-vous qui est du côté de Skikda, un hommage qui sera rendu à un enfant de la région. Il s'agit de Salahiyoun, Allah yarhamou, donc dont l'exposition sera visible à Skikda. Donc si vous êtes dans la région, profitez-en, c'est à partir du 28 de ce mois. Merci, j'ai été très contente de vous accompagner ce matin. C'est la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain pour 8h et le meilleur de l'actualité en matinée. Passez d'excellents moments, mesdames et messieurs. À très vite. Au revoir.